Hello, everybody. I recently had the real privilege of interviewing a 101-year-old man named Herbert Traube. Originally, he was a Jew living in Austria before World War II. He was born in Vienna on July 15th, 1924, and with the war events, he ended up joining the French Foreign Legion. So that's what his story is going to be about. So the actual interview lasts 3 hours, and I did it with him in French. And the complete interview can be seen on my French channel, but it's too long for me to be able to translate it completely into English. So what I'm going to do here for the English version is that I'm going to select some of the parts that I consider more interesting and more significant, and therefore have a shorter video. So I hesitated, like, should I dub the video or should I subtitle it? And I decided to subtitle it so that you can actually hear Traube's voice and his exact intonations and his hesitations and really get a feeling for what he's saying. And if you want to see the complete interview, well, now YouTube does AI translation, so if you go to my French channel, you can probably watch an AI translation of it. So let's get on with Mr. Traube's story. So Mr. Traube started his story at the Anschluss, so that means the day when Germany occupied Austria in 1938, and he describes what happened when he went to school the next day. Le premier cours que j'ai suivi après l'Anschluss, il y avait notre professeur de latin qui était en train de nous expliquer une subtilité d'une certaine traduction. Lorsque la porte a été ouverte avec fracas, un autre professeur est entré avec le brassard nazi sur le bras et il a crié Juden aufstehen, packt euren Kram und verschwindet. Ce qui veut dire en bon français, les Juifs debout, prenez vos affaires et disparaissez. Donc c'est ainsi que j'ai quitté l'école où j'étais pour la dernière fois dans une école à ce moment-là. Par la suite, je fais des cours évidemment pour rattraper le temps perdu, mais c'était toujours des cours du soir, etc., etc. Mais le lycée s'était terminé. So Traube's father was also arrested, and all those kinds of things happened. So his family decided to escape to Belgium. And then when the war started, they escaped to France, where they were considered as refugees, and things were quite good for them. But once France fell, and the French Vichy government came into place, that was a government that collaborated with the Germans, then these foreign Jews were no longer considered to be refugees in France. They were considered undesirable people. So now, once France had fallen, Traube was sent to an internment camp, so first to the camp in Gurs, then to the camp in Rivesaltes, and in 1941, his mother, who was in the camp with him, died of disease. So Traube was allowed to go to her funeral, and after the funeral, instead of returning to the camp, he escaped and went to Marseille, where he was able to join a little French resistance group that was doing intelligence work as well as propaganda work. And the group was led by a former French officer who supported de Gaulle, because unlike what you hear many people say nowadays, no, the resistance did not only consist of communists, there were resistance men from all political tendencies. Traube spent about a year with this little resistance group, and then he was arrested again on August 26, 1942, and sent to the internment camp called Camp des Milles. And a few days later, on September 10th, 1942, he was put on a train that was headed for Drancy and then for Auschwitz. So he describes the train ride. Le dernier train qui est parti, c'était le 10 septembre 1942. Et là, j'étais dans le train, direction, on ne savait pas évidemment. Quand on nous a enfermés dans les wagons à bestiaux, là, on ne savait pas où on allait. Hein. On savait qu'on allait vers le nord, pas vers le sud. Et donc là, j'ai réussi à m'évader du train en passant par le fenestron qui n'était pas obstrué. Il y avait deux barres de fer. J'ai réussi à passer ma tête au travers. Je regardais dehors, il y avait quelqu'un derrière moi qui m'a tapé sur l'épaule. Il m'a crié dans l'oreille, tu sais, quand la tête passe, le corps passe. Ah bon, alors, vous êtes sûr? Oui, absolument sûr. Donc,
je fais un rétablissement. Je suis resté accroché en dehors du wagon pendant un petit moment en attendant un endroit propice pour m'élancer. Je suis resté peut-être 5 minutes, je ne sais pas combien de temps, et puis je me suis donc élancé, tombé à un roulé-boulé dans un fossé, j'étais libre. Et j'ai réussi, j'ai réussi à retourner à Marseille. After his escape, Traub was able to return to Marseille, where he met up with his resistance group again, and where he found out what had happened to his father. Lors de la fameuse rafle du mois d'août 1942, les gendarmes sont venus voir le petit hôtel où il logeait, il avait une petite chambre là, pour prévenir l'hôtelier en lui disant « Dites à M. Traub que demain matin il ne soit pas là ». Bon, on lui a dit à mon père, et mon père a dit « Mais pourquoi? Je n'ai rien fait, qu'est-ce qu'on va me faire ?» Il est resté, puis il s'est fait ramasser, il est parti. Il est parti, il a été déporté d'abord à Drancy, Auschwitz, où probablement il a été gazé immédiatement. Of course, Traub only found out much of this long after the war. And so Traub was in Marseille with his resistance group again, and his resistance group said that now it was too dangerous for him to stay, there were too many searches and all that kind of thing going on. Donc, il y avait des gens qui partaient en Espagne, d'autres qui partaient vers la Suisse. Et on m'a dit, toi tu n'y arriveras pas. Tu ne parles pratiquement pas français, tu n'as pas d'argent, le peu d'argent qu'on peut te donner, ça ne te servira à rien. Alors je fais quoi? Ben, tu vas t'engager à la Légion. Quand j'ai entendu la Légion étrangère, je me suis rappelé d'avoir entendu, enfant, des histoires sur la Légion. On y crève des soifs, on marche dans le désert, c'est horrible, bon. Des bandits, bon. Alors il m'a dit, tu verras, c'est plus comme avant maintenant. Et puis, M. Champenois, qui était donc le chef de notre groupe, il savait, lui, qu'il y avait un débarquement prévu en Afrique du Nord, mais ça je ne peux pas le dire. Mais il m'avait dit, tu vas en Afrique du Nord, tu auras l'occasion de te battre contre les Allemands. Donc il savait. So Traub was able to join the French Foreign Legion under a false identity. If they had known that he was an Austrian Jew, they wouldn't have let him join. So he pretended that he was from Luxembourg. And then, since he joined the Legion, he was sent to French North Africa in Algeria. And a few days after his arrival, this was November 1942, the Allied troops landed in North Africa. So to clarify this, because this history probably isn't familiar to most people, North Africa was a French colony at the time, and in 1940, when France surrendered to the Germans, well then all the French troops in French North Africa remained loyal to the Vichy government that was collaborating with the Germans, so they were no longer on the Allied side. But then when the Allied troops landed in North Africa in November 1942, after an initial couple of days of fighting, the French troops in North Africa joined the Allied cause once again. So Traub arrived, the landing occurred, so basically after a few days, the French Foreign Legion was on the Allied side again. And after his training, Herbert Traub ended up being a machine gunner in the 3rd Regiment of the Foreign Legion, and he was sent to Tunisia, where the Tunisia campaign was happening in 1943, and he describes firing live ammunition for the first time during the battle at the place called Pont du Fas, at the end of the Tunisian campaign. Le sergent à côté de moi, il me dit, tu vois, là-bas, le gros rocher en face. Mais il y en a plus. Non, le gros, avec des arbres autour. Oui, sergent. Ben, 2 doigts à gauche, un doigt plus bas, c'est comme ça qu'on définissait les endroits, à vue. Il doit y avoir des Allemands. Vise, tu tires par rafale des 4 coups. Rafale des 4 coups. À mon commandement. Voilà, je commence à viser, etc. Tremblotant un peu. Et puis au moment. Alors, le commandement, c'était. Il tapait sur les casques pour dire.
Donc, alors j'ai tiré. J'ai tiré pour la première fois balle réelle avec mon fusil mitrailleur sur des endroits où je ne savais pas. Y avait-il des gens, il n'y avait pas de gens, je n'en sais rien. Mais j'ai tiré. Bon, ça c'était ma première action de guerre réelle. After the battle, Traub saw some German soldiers who were surrendering. À les attendre, ils passaient devant nous en rang, et puis ils arrivaient devant les officiers un peu plus loin, ils jetaient les armes et ils attendaient. Et cette impression que j'avais à l'époque, de dire voilà les Allemands qui m'ont humilié, et qui m'ont fait du mal, les Allemands, ils se rendent. J'étais content. J'étais content. Bon. So a few days after this battle, all the Axis troops in Tunisia surrendered. So Traub and his unit participated in a victory parade in Tunisia, and then they were sent back to the Foreign Legion base in Algeria. La population nous a accueillis avec des hurrahs, etc. Et j'ai pris ma première cuite. Mémorable. À tel point que, je ne me rappelle pas comment je suis rentré dans la chambrée, mais le lendemain matin, c'était la catastrophe, j'avais vomi la nuit, enfin bref, j'étais malade comme pas un, mais les copains, ils étaient là pour tout nettoyer, parce que le matin, il fallait être prêt au rassemblement. Bon. Donc je vous ai raconté ma première cuite, c'était pas la dernière, mais c'était la première. Habit Traub's unit was later sent to Morocco, where it helped take delivery of US vehicles and equipment that were coming into Morocco. And then they started doing training for a seaborne invasion, and this training was occurring during all the summer of 1944. Traub describes some of the training. Alors, les manœuvres de débarquement, contrairement à ce qui se faisait dans l'armée française avant, ça se faisait sous un tir réel. C'est-à-dire que on nous faisait progresser quelque part, et il y avait des obus qui éclataient devant nous, pas très loin. Et les Américains, ils estimaient que perdre 1% des morts lors des manœuvres, c'était normal. Bon, alors il y avait ça. Quand on rampait quelque part, il y avait des tirs de mitrailleuses réelles au-dessus de nos têtes, il fallait se baisser, donc c'était l'entraînement. Then in August 1944, Traub's unit boarded ships and they were headed for an unknown destination. Et en fin de compte, on a appris, une fois qu'on était en mer, en haute mer, que notre destination était la France, la côte française, et que nous, on était destinés à débarquer à la plage du Tramont. Alors, ça va être dur, ben oui. Et, surprise, c'était le lendemain de cette annonce, vous n'êtes pas en première ligne. Ah bon? Non, parce qu'en première ligne, ce sont des fantassins. Vous, les blindés, vous débarquez une fois que la plage est sécurisée. Alors, bon, on a soupiré, certains disent « Ah non, c'est pas bien, on aurait préféré que tu parles. » C'était des comment on appelle ça, Des grandes gueules. Des grandes gueules, voilà. Mais qui devaient en réalité avoir la trouille comme tout le monde. Parce que quand on est sur un bateau, pendant des heures et des journées, ça dure plusieurs jours, la tête elle tourne, on fait rien. On est là, on tourne. Alors, question, comment ça va se passer? Avant qu'on apprenne qu'on n'est pas en première ligne, comment ça va se passer? Est-ce que ça va être dur? Est-ce que tu vas être dans l'eau? Est-ce que tu vas pouvoir tirer? Est-ce que tu vas tenir les coups? Est-ce que tu vas pas te dégonfler au dernier moment? Enfin, c'était des trucs qui tournaient dans la tête. Et il y en avait un avec lequel je pouvais échanger, c'était mon copain hongrois. Avec lui. Avec les autres, je ne pouvais pas échanger parce que chacun, il voulait se faire le héros du jour. Tout le monde avait la trouille, ça. Vous savez, j'ai appris ça assez rapidement. C'est lui qui dit qu'il n'a jamais eu peur, ça n'existe pas, ça. La peur, c'est
c'est inné, mais ce que l'on apprend, c'est de transformer sa peur en courage. C'est ça. Le but de la formation d'un soldat, avec toutes les difficultés qu'il y a lors de l'instruction, pour vous durcir, etc., c'était ça. T'as la trouille, oui, mais il faut transformer ça en courage, parce que tu dois combattre l'ennemi. On ne disait pas que tu dois combattre les Allemands, l'ennemi. Bon. Enfin bref, c'était comme ça. The landing at the Hamon in southern France occurred without any issues because the beaches had already been captured long before Traub's unit arrived. And then Traub's unit was listening to the radio and they happened to hear an interesting message, an interesting propaganda message over the German-controlled radio. Il a dit attention, femmes françaises sur la Côte d'Azur, il y a une troupe composée des bandits et d'assassins internationaux qui viennent de débarquer. Méfiez-vous. Alors il a décrit l'inscription que nous avions sur nos véhicules. Méfiez-vous. Quand vous voyez ces véhicules passer dans la rue, enfermez vos filles, cachez-vous, etc. Now that they were in France, Traub was assigned to interrogate German prisoners because he could speak German. And a few days after the landing, Traub's unit surrounded and captured a small group of Germans, so he was asked to interrogate the German officer. Le capitaine m'a dit maintenant, tu vas ouvrir ta grande gueule et tu vas le crier en allemand, vous êtes encerclés, rendez-vous. Alors j'ai crié avec ma voix de stentor de l'époque, übergeben Sie sich, kommen Sie raus mit einer weißen Fahne. Un officier voran. Effectivement, ils se sont rendus parce qu'ils ont vu qu'ils étaient cernés. Hein. Donc ils se sont rendus. Et il y avait un jeune officier, un lieutenant prussien, ça se voyait bien ça truc. Et le capitaine a commencé à dire maintenant tu l'interroges. Alors, je me suis dit comment faire. Alors, d'abord j'ai engueulé, je dis still verstanden. Sie stehen vor einem französischen Offizier. Grüßen. Bon, le gars il était un peu surpris de ça, donc il s'est mis au garde à vous. Et puis j'ai continué comme ça à crier, à engueuler, en imaginant le langage militaire allemand que je ne connaissais pas trop, mais enfin bon, je fais ça. Et effectivement, à un moment donné, il répondait, il disait son nom, son unité et son numéro de matricule, rien de plus. Alors je lui ai dit, attention, nous sommes de la Légion étrangère, nous respectons les conventions de Genève. Mais si vous ne répondez pas comme il faut, on vous amène chez les goumis à côté. Eux, ils ne respectent pas. Bon, alors le gars, il a fini par répondre. Il a fini parce que la menace des goumiers, il savait ce que c'était les goumiers. Évidemment, les goumiers n'auraient rien fait, parce qu'ils étaient quand même encadrés sévèrement. Mais les Allemands, ils avaient peur de ça. Ils avaient peur. After a few days of this light encounters, Traub's unit was put in reserve, and then they stayed in reserve for 2 months until the end of November 1944. And then on the 23rd of November 1944, Traub's company was assigned the mission of crossing the Rhône-Rhine Canal and capturing a village called Montreux-Château. And this would turn out to be his first major military engagement. Donc uniquement infanterie, sans GMC, sans char bien sûr, et sans voiture blindée. Uniquement, pouvait pas. Et bon, notre capitaine en tête. Comme toujours à la Légion, c'est toujours l'officier qui est en tête, il n'est pas derrière, il est devant, hein. Capitaine en tête. On nous fait donc traverser le canal du Rhône-Rhin, on était dans la flotte jusqu'à la ceinture, avec les fusils en l'air, il faisait froid, on traverse ça, on commence à se rassembler l'autre côté de la
du canal. Donc, on s'est rassemblés et progression normale. Pas de résistance, rien. On progresse donc sur les terres pleins. On ne savait pas du tout ce qu'il y avait en face. Enfin, on voyait des maisons, évidemment, de l'autre côté du ruisseau dont j'ai parlé. Et on progresse et quand on est pratiquement tous sur les terres pleins, feu de... Ça a commencé par un feu de snipers. Des snipers qui ont réussi. Voilà, il faut que je vous dise une chose. Nos officiers qui sortaient de Saint-Cyr, quoi. Ils avaient brasé sur la casque américaine les galons. Oui. Astiqués. Ils étaient... Donc, en face, les Allemands, ils récupéraient les officiers. Tous nos officiers ont été abattus. Le capitaine, il est mort à côté de moi. Un aspirant qui a été tué. 2 lieutenants qui ont été blessés, mais... Voilà, je vois ça encore. On était tous... donc les tireurs, une mitrailleuse qui nous tirait dessus, des obus de mortier qui tombaient à droite à gauche, des copains qui hurlaient. Donc on était plaqués au sol. Il y avait un petit groupe qui avait réussi à passer devant et qui a traversé le ruisseau et qui est arrivé jusqu'aux abords du village. Ils ont été faits prisonniers. Nous, on était bloqués sur le terre-plein, pas d'abri. J'avais mon copain Hubert qui, lui, il était tireur à la mitrailleuse des 30 américaine. C'était nous avions une mitrailleuse dans la compagnie. Il était dans un léger abri, il tirait sur les bâtiments. On avait vu qu'on nous tirait dessus depuis le bâtiment qui était là. Il nous criait reculez, reculez, je vous couvre. Bon. Alors on a essayé de... On ne pouvait pas se lever. Dès qu'on se levait un peu, ça canardait. Et donc on a réussi à reculer un peu et mon copain Hubert, à un moment donné, on n'entendait plus, puis on entendait crier de là, je suis blessé. On n'a pas pu le récupérer. Il est resté sur le terrain. Nous, on pensait qu'il était mort. On a reculé en rampant, en tirant nos blessés, les morts, le capitaine. On a réussi à retraverser le canal du Rhône-Rhin. Et puis là, on était à l'abri, parce que là, il y avait de la végétation, donc on ne voyait pas. Et on s'est rassemblés, donc, à l'abri des tirs. On s'est compté. La compagnie avait perdu 1/3 de son effectif. En morts, blessés, prisonniers. C'était pas mal. Et nous avons su plus tard que les gars en face, c'était une unité de la fameuse division Das Reich. Das Reich au Radour-sur-Glane. Donc c'était pas des enfants de cœur. Donc ils nous ont laissé approcher. Ils savaient très bien qu'on n'avait pas d'artillerie. Oui, ce qu'il faut dire, ça je le suis plus tard évidemment, que il était prévu un appui d'artillerie qui n'est pas venu, on ne sait pas pourquoi. À un moment donné, quand les Allemands ont commencé à tirer, le capitaine était tombé parmi les premiers. C'est un adjudant, un Espagnol, l'adjudant russe, qui a pris le micro pour appeler au secours.
pas de réponse. Donc on nous a laissé tomber. After this failed attack, Traub's unit was at rest for 2 days, and then they were sent to participate in the capture of the town of Colmar in France. Colmar. Colmar, c'était des combats de rue. Alors des combats de rue, c'est dur, parce que là vous voyez un copain qui est blessé, qui tombe, vous ne pouvez pas l'approcher parce qu'on vous tire dessus, enfin bref. Donc à Colmar. Et les Allemands, ils avaient eu instruction de la part de Hitler, on a su plus tard, qu'ils devaient résister jusqu'au bout. Donc c'était dur. Et ils avaient piégé les maisons. Il y avait des pièges, des explosifs un peu partout piégés. Donc notre progression, elle était très lente parce que dès qu'on entrait quelque part, ça pétait. Il y avait donc les génies qui étaient là avec nous pour trouver les mines. Enfin bref, Colmar, c'était très dur. C'était surtout les portes, les escaliers. Bonjour Gunnar. Ça c'est mon petit-fils qui m'a mis ça. Bon, enfin, qu'est-ce que je voulais dire? Vous savez, hein, à Colmar, quand on savait qu'une maison était piégée partout, on la détruisait. D'accord. On la faisait sauter. On avait appris ça des Américains. Les Américains, eux, ils n'hésitaient pas, hein, que ce soit en France ou ailleurs, on bombarde, terminé. Hein. Bon. Mais on a eu, oui, et il y avait donc un endroit, là, je ne me rappelle plus comment ça s'appelait, un bâtiment, un genre des casernes, où il y avait des Allemands retranchés qui ne se rendaient pas. Il a fallu les exterminer. C'était des jeunes SS. Ça nous est arrivé plusieurs fois, ça. Ça, c'est des souvenirs. Vous savez, quand vous voyez des trucs, là, des gens, bon, enfin bref, je vous fais pas de dessin, c'est... After Colmar, the unit was sent to rest in the Strasbourg area, and here 2 Spanish legionnaires managed to convince Traub to go out and have a party, despite the fact that they weren't allowed to. Un samedi soir, il y en a 2 qui viennent me trouver, ils me disent, écoute, nous, on va aller faire les murs, enfin, symboliquement, on va aller s'amuser à Strasbourg. Je dis, mais on n'a pas... Écoute, on a vu les officiers qui sont partis faire la Nouba en voiture, ben, on va faire pareil. Donc je me suis laissé convaincre. On a mis une tenue de sortie, képi blanc, évidemment, la tenue américaine, avec quelques shorts. On est partis tous les 3, il y avait un peu de neige dans les faubourgs de Strasbourg. Alors, on cherchait une maison accueillante. Une maison accueillante, vous voyez ce que c'est pour un militaire. Donc on a trouvé une maison, on est rentré, on a commencé à bavarder, à boire, il y avait des filles, tout ça. Et on a trop bu, à tel point que, à un moment donné, on était tous les 3 endormis sur la table. Et on a dormi comme ça. Et puis je me suis réveillé, à un moment donné, j'ai entendu un bruit dans la rue, un bruit de chenilles. Je regarde, c'était la division qui passait. J'ai vu passer mon camion, j'ai vu passer les Aftrac, j'ai réveillé les 2 autres. Et écoutez les gars, voilà ce qui se passe. Alors on est sorti vite fait, on a couru pour monter dans nos véhicules. Moi je suis monté dans mon camion derrière parce que devant il y avait quelqu'un. Le lendemain matin, donc c'est le nouveau commandant de compagnie, il a dit, qu'est-ce que tu as fait avec ces 2 imbéciles? Alors, bon, voilà, on est en Allemagne, la guerre est bientôt finie, pas de punition, j'oublie, mais il a enlevé son casque, il avait les cheveux coupés à 2 mm.
chez le coiffeur, les cheveux comme moi. Donc, j'ai fini la guerre avec la boule pratiquement rasée à zéro avec mes 2 copains. C'était notre punition. The unit was now in Germany and was sent to Karlsruhe, where Traub says there was little resistance, and then to Stuttgart, where the resistance was harder. La résistance, c'était principalement de jeunes SS, Waffen-SS, des jeunes Waffen-SS. On ne comprenait pas comment ces gens-là, qui devaient quand même savoir que la guerre était finie, bientôt, comment ils pouvaient combattre se faire tuer sur place. C'était quelque chose qui... Mais bon, il fallait progresser. Et à Strasbourg, j'ai perdu un copain qui était... On était combattu, évidemment. On était planqué dans un coin. Moi, je me rappelle, j'étais planqué dans une entrée de maison qui avait été... On avait fait sauter la porte. Et il y avait quelqu'un qui a été blessé, qui était sur le trottoir. Et il y a un copain qui s'appelait Horstein, qui a avancé pour chercher le blessé, pour le retirer. Il a pris une balle dans la tête, resté mort. Ça, c'était Stuttgart. After this, Traub's unit was sent to Tübingen, and most of the civilian population had left, so Traub and another legionnaire managed to find a nice room in a house and were able to sleep in beds. D'un seul coup, la nuit, je me réveille, j'entends crier « Il fait, il fait, il fait !» J'ouvre la fenêtre, dans une maison en face, je vois une petite lumière, une bougie apparaît, et ça vient de là. Je remets mes godasses, j'étais habillé, je descends, quand j'arrive en bas, il y a la police militaire française qui arrive, qui me chasse, il n'a rien à voir ici, il fout moi le camp, et il monte dans la maison, et je rentre chez moi, je regarde ce qui se passe, ils ressortent avec 2 soldats, menottés, et ils partent avec. Apparemment, ces 2 soldats ont donc agressé une femme, là-haut. Bon, je reviens dans ma chambre, mon copain qui était réveillé, je lui dis ça, voilà ce qui s'est passé. Bon. Le lendemain matin, de bonne heure, ça siffle en bas. Rassemblement, rassemblement, rassemblement. Rassemblement, bon, on s'habille vite fait, on descend, on était en tenue de combat, évidemment. Rassemblement, rassemblement, on nous amène à la sortie de la ville, un terrain nu, avec 2 poteaux. Bon, qu'est-ce que ça fout là? Et on nous fait placer en carré sur le terrain. Les bruits qui circulent, le téléphone arabe qui existait partout, on va fusiller 2 gars. Quoi? Ouais, 2 gars qui ont violé une femme et sa fille cette nuit. C'était les 2 trucs que j'avais vus. Effectivement, alors on était là donc en carré autour de ça. On attend. Il y a un groupe de civils allemands qui arrivent. C'était des édiles de la ville qu'ils ont ramassés, je ne sais pas où, le maire, puis quelques gens, ils les ont amenés pour assister aux événements. Arrive une petite camionnette avec 2 gars sans ceinture, chaussures sans lacets, menottés, pâles comme du linge. Ils descendent du camion, on leur donne un verre de rhum, enfin on pensait que c'était du rhum, on leur donne une cigarette, mais ça s'est passé tellement vite, on les amène sur le terrain, on les attache sur les poteaux, et nous on était là. Et bien lui, 2 soldats français. 2 soldats français. Alors, on nous
nous a dit après que le peloton d'exécution était des gens de leur unité. Je ne sais pas si c'était vrai. Mais si c'était vrai, j'imagine ce que ça devait être pour eux. Hein. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les deux gars, ils ont été donc arrêtés par la police militaire. Notre commandant de la division, le général de Vernet-Joule, c'était son nom, il avait immédiatement fait un conseil de guerre, les a condamnés à mort parce qu'il avait fait publier, lorsque nous sommes entrés en Allemagne, il avait fait lire aux différentes occasions que tout manquement aux conventions de Genève sera puni. Pas de vol, pas d'exaction, et surtout, pas de vol puni de mort. Ça a été dit dans notre division. Et ça a été exécuté. Le général de Vernet-Joule a été relevé, même pas 10 jours après, il était affecté à Paris dans des bureaux, je ne sais pas trop quoi, parce que l'exécution qu'il avait fait faire, c'était hors règlement. Donc nous on est parti le jour même, on est parti plus loin, mais cette image, je l'ai gardée dans ma tête, voir deux types qui s'écroulent, enfin bon. C'était des spahis d'une unité de chars. D'accord. L'un devait être un maghrébin, je pense, mais l'autre non. Enfin, c'était des soldats français. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres exemples comme ça, je ne sais pas. Vous pouvez vous imaginer qu'après ça, il n'y avait plus de vol des civils. Il n'y avait plus aucune exaction vis-à-vis des civils. C'était nickel. Bon. Dans d'autres unités, je ne sais pas. Notamment où il y avait notamment des goumiers. Parce que, comme vous le savez, les goumiers, dans leur pays, au Maroc, quand ils combattaient, quand ils occupaient un village, ils avaient le droit de pillage. C'était là, ça leur était interdit. Est-ce qu'ils respectaient l'interdiction? Moi, je n'en sais rien. Et puis, je n'ai pas cherché à comprendre. Mais chez nous, c'était fini. Hein. Bon. After this, the unit kept on advancing south, and it ended up in combat positions in front of the Aberg Tunnel in Austria. Et il y a des Allemands dans le tunnel de l'Alberg. Ok. Bon, alors on fait quoi? Ben, on attend. On attend, et puis d'un seul coup, on reçoit des mortiers, des coups de mortier. Bon. Coups de mortier, on se met à l'abri derrière les arbres, et on attend. Rien ne se passe, on attend, est-ce qu'on nous dit rien? Et la matinée est entamée, et d'un seul coup, on entend une sonnerie. Ta 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 ta. Halte au feu. 8 mai 1945, 10h du matin. C'est comme ça que j'ai terminé la guerre. Voilà, qu'on avait vaincu les Allemands. Enfin, pour moi, c'était vaincu les Allemands, mais d'une façon générale, on a vaincu le totalitarisme, on avait vaincu les nazis, c'était ça. Now, Traub was in Austria, and as an Austrian himself, he describes his contact with the local population. Contact avec la population des Ranguel, il y avait des femmes, des enfants, quelques hommes mutilés, des hommes entiers, je n'en ai pas vu à Ranguel, ils étaient tous cachés quelque part, et les gens, ils se méfiaient beaucoup de Français, parce que tout le monde savait ce que les Allemands avaient fait comme exaction en France. C'était connu. Donc on avait peur des Français qu'on cherche à s'y venger. Et le contact donc avec la
population que je voyais, les gens nous saluaient bien bas, tout ça, Guten Tag, Grüß Gott, etc. Moi, quand je répondais, évidemment, on sentait d'où je venais. Et là, des fois, on me posait des questions, mais comment ça se fait que... Alors, je racontais une histoire, je disais, oui, quand j'étais gosse, mon père, il a travaillé à Vienne, et j'étais obligé d'aller à l'école là-bas, donc, etc. Ça passait ou ça passait pas, j'en sais rien. Mais c'était... Le contact était bien, mais moi, quand je voyais une jeune femme, je me suis dit, est-ce que son mari, c'est pas un gardien d'un camp de concentration, ou une femme plus âgée, est-ce que son fils n'est pas un SS quelque part? Ça me travaillait. Mais je disais rien, je faisais rien, parce que je ne savais pas, je ne connaissais rien, nous ne savions rien des grands dites d'extermination. C'était un bruit qui n'était pas arrivé jusqu'à chez nous. On ignorait. Plus tard, bien plus tard, quand je suis revenu d'Indochine, puisque j'étais encore en Indochine après, c'est là que j'ai appris tout ça, tout ce qui s'est passé. Et je me suis posé la question, si tu avais su, en Autriche, quand tu étais, ce qui s'était passé, le massacre des innocents dans les camps de concentration. Mon père est mort à Auschwitz. Je ne le savais pas à l'époque. Si tu avais su tout ça, ça aurait pu peut-être faire des conneries. Voilà. With the war being over, Traub was sent to parade in Paris, and then with other men of his unit he was staying in Paris, and one day they heard some crutches coming down the street. C'était mon copain Hubert. C'est lui qu'on croyait mort à Montreuil-le-Château, qui arrive avec une jambe en moins. Donc, lui, grand sourire, tout content. Alors, comment il nous avait trouvés, je n'en sais rien. Il a dû se renseigner, je ne sais pas trop. Et donc, il nous a raconté ce qui lui était arrivé, que, bon, après que nous, on était partis, il était tombé dans les pommes, évidemment. Il s'est réveillé quand il y avait des soldats allemands qui cherchaient à récupérer ce qu'il y avait sur le terrain. Ils l'ont trouvé la nuit et il y avait donc, c'était des SS. Il avait dit, oh ben, il est mort. Non, il n'est pas mort celui-là. Ben, il n'y a qu'à l'achever. Alors un autre a dit, ben non, il va peut-être pouvoir nous donner des renseignements, on va l'amener. Ah bon, d'accord, lui comprenait l'allemand. Donc ils l'ont amené, interrogatoire, je ne sais pas trop quoi, ils l'ont fait soigner, il s'est réveillé 2 jours après dans un hôpital militaire allemand avec une jambe coupée. With the war being over, the Foreign Legion unit was sent back to North Africa, and Traub had to stay in the army because he had actually signed up for 5 years in late 1942. And now, despite the fact that World War II is finished, he still had to serve his 5 years in the French Foreign Legion. So after a period of rest, Traub's unit was prepared to be sent to French Indochina. Now, Indochina was the French name for Vietnam. It was a French colony at the time, and Indochina had started its war of independence that would later turn into the Vietnam War. So before departing for Indochina, Traub's unit needed to receive some reinforcements. Tout le 3e étranger manquait d'effectifs. D'abord, les pertes pendant la guerre, puis des soldats qui étaient engagés pour la durée de la guerre, qui avaient donc quitté, il fallait les remplacer, et notre compagnie à nous, qui était donc, il manquait une centaine de bonhommes, quoi. On a vu arriver un matin des camions, des renforts. Sont descendus du camion des hommes en tenue d'Allemands dégueulasses, parlant allemand, qui sortaient des camps de prisonniers allemands en France ou chez les Américains et
qui se sont engagés à la Légion. Il y avait des recruteurs qui passaient là-bas, racontant mots de merveille, et on a eu, pour faire court, ma compagnie a eu, lorsqu'on est parti en Indochine, 2 tiers d'Allemands que nous avions combattus 6 mois avant et qui étaient maintenant devenus nos frères d'armes. Et nous étions à l'époque 3 dans la compagnie qui parlaient allemand. On devait les instruire pour qu'ils deviennent des combattants légionnaires. Les combats n'avaient pas besoin de les apprendre, ils connaissaient. Hein. Ils avaient tous fait la bataille en Union soviétique, Berlin, etc. Donc j'étais instructeur pour ces gens-là. Donc j'avais sous mes ordres tous ces Allemands où il y avait des officiers, mais qui étaient sans galon, mais il y avait des officiers. Et je devais leur... Bon, c'était pas évident. On me demandait, mais c'était sergent à l'époque. J'étais nommé sergent. Mais sergent, vous êtes sind Sie Deutsch? Das geht Sie nicht an. Hier ist man Legionnaire. Das ist alles. Der Rest existiert nicht. Donc on ne posait plus de questions. Mais ils ne savaient pas. Traub was sent into China with these German reinforcements. He didn't tell me much about his time in Indochina, but after a bit his 5 years of Foreign Legion service were up. So in September 1947, he was sent to the battalion commander's office to see what he wanted to do next. Il m'a reçu, il m'a dit voilà, sergent Traub, vous avez terminé vos 5 ans, mais vous allez rengager. Hein. Vous êtes bien noté, vous allez avoir une promotion, etc. Et même si je pense que vous avez la possibilité de suivre un cours pour devenir officier. Bon. Alors je lui dis, dans ma tête, je dis, qu'est-ce que je vais lui répondre? Est-ce que je vais lui dire pourquoi? Je suis pressé de partir. Le pourquoi, c'était que j'avais l'impression qu'en Indochine, vis-à-vis de la population, nous devions avoir la même situation que les Allemands vis-à-vis des Français à Paris. Nous étions des occupants. Je n'ai rien dit. Parce que quand on quitte la Légion, on obtient, si on s'est bien conduit, un certificat de bonne conduite. Et avec ce certificat de bonne conduite, en France, vous avez tout de suite une carte de séjour de 10 ans. Si vous n'avez pas le certificat de bonne conduite, c'est pas bon. Alors je m'étais dit, il faut que tu fermes ta gueule, tu dis pas ça. Alors j'ai dit au commandant, mon commandant, voilà, je me suis engagé il y a 5 ans pour servir avec honneur et fidélité le drapeau français, d'obéir aux ordres qu'on me donne, etc. Le grade que je présente aujourd'hui, les décorations que je porte, prouvent que j'ai rempli ma mission, que j'ai fait mon service à la Légion communale. Alors l'autre, il a dit, oui, bien sûr, je reconnais tout ça, mais je vais compléter maintenant, je fais mes 5 ans, je veux retrouver une vie civile, j'ai perdu toute ma jeunesse à cause de la guerre, je veux la récupérer, je veux fonder une famille, etc. Alors il m'a dit, c'est votre droit, vous avez raison, mais vous pouvez revenir quand vous voulez avec votre grade. Je dis merci mon commandant, je suis parti. Voilà, c'était la fin de mon séjour à la Légion. Traub was then sent to Paris, where he had 3 months of leave, during which he had to wear his uniform at all time, before finally being out of the Legion. Et donc je me promenais à Paris comme ça. Paris que je ne connaissais pas. Et un jour, je me suis fait accoster par 3 gars, qui devaient être des communistes, je suppose, qui ont vu le badge Extrême-Orient. Donc, j'avais combattu en Indochine contre des communistes. Pour moi, à l'époque, communiste, pas communiste, je ne savais même pas ce que c'était. Hein, c'était bon.
Donc ils m'ont pris à partie. D'abord ils m'ont insulté, après ils ont essayé de me cogner, je me suis battu, c'est là que j'ai eu le nez cassé, mais il y en a un qui est parti à l'hôpital, un autre qui s'est sauvé, le troisième, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais c'était donc mon expérience d'ancien combattant d'Indochine. On n'était pas bien vu à Paris. Traub then tried to become a civilian again, so was looking for work, but as for many former soldiers, this wasn't necessarily easy. J'avais rien. J'avais pas d'argent, pas de vêtements, pas de métier, et il fallait que je mange. Donc je cherchais du travail. Quand j'allais me présenter quelque part pour travailler, on me demandait qu'est-ce que tu sais faire. Je disais je sais démonter, remonter une mitrailleuse les yeux bandés, mais c'est pas un métier ça. Bon, donc je trouvais pas de travail. Traub, of course, after a while managed to find some work, and he did found a family as he had wanted to. And as a last question, I asked him if he had any advice on how to live as long as him. J'ai 101 ans. On me pose souvent la question, je l'admets, mais je mène une vie normale. J'ai beaucoup travaillé. J'ai mangé et bu normalement après la Légion. Pendant la Légion, je buvais un peu trop, mais après, je buvais normalement. J'ai arrêté de fumer quand j'avais 32 ans. J'ai arrêté de fumer. Voilà. Et puis, je pense que vivre assez longuement, c'est dû aux gènes que m'ont transmis mes parents. Donc ma mère qui est morte de maladie, mon père qui est mort gazé, je ne sais pas combien de temps eux ils auraient vécu. So that's the end of the interview, the remarkable and ironic story of how a young Jewish teenager who escaped Austria in 1938 ended up being sent to Indochina as a Legion sergeant after World War II at the head of a company consisting mostly of former German soldiers. I hope you found this interview interesting, and if you want to contact me, I can be contacted at this email address. Have a nice day, bye-bye.